rendez-vous. Donc, c'est le Bien, numéro Madame 1. Tellier, que Jacques Manchard dit d'être Oui. complété. Et donc, merci aux personnes qui n'ont pas s'adressé à l'ensemble du groupe de bien couper les micros, s'il vous plaît. Donc, le thème de ce point cardinal numéro 1 est les alumni et la sécurité maritime. Et donc, je passe la parole au doyen de l'Académie mondiale de l'AISM, M. Omar Fritz Eriksson. OK. Okay, let's give it a try. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Omar Fritz Eriksson, doyen de l'Académie mondiale de l'AISM et secrétaire général adjoint de l'AISM. OK. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ces premiers webinaires points cardinaux en langue française organisés sur le thème les alumni et la sécurité de la navigation. Je vous remercie au nom de l'AISM pour votre participation à ces webinaires qui est ouvert à tous représentants de membres nationaux, associés ou industriels de l'AISM, mais aussi les autorités nationales compétentes et matériel d'aide de la navigation, y compris le service de trafic maritime VTS et tout les autres parties prenantes comme par exemple l'autorité portuaire, l'organisme de formation, l'Institut de technologie du domaine. J'espère que la pandémie de COVID-19 ne vous a pas touché personnellement dans vos familles ou parmi vos proches. Mais la COVID-19 est aussi une opportunité pour la mise en place de nouvelles méthodes de travail, d'exchange, un peu sans doute contribuer à la mise en place et la réussite d'une meilleure coopération. Grâce à la mise en réseau entre nous tous, experts du domaine de la sécurité de la navigation, pour harmoniser mondialement les normes des systèmes d'aide de la navigation et de ce que les mouvements de navires soient sûrs et efficaces et renforcés de la protection de l'environnement marin. Notre objectif, selon la devise de l'AISM, de voyage réussi, une planète durable. Et je vous souhaite bonne chance avec cet événement et vous souhaite à tous la bienvenue dans la famille AISM. J'ai passé la parole à mon ami Monsieur Jacques Manchard qui se présentera. Over to you, Jacques. Merci Omar pour cette introduction à nos travaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacques Manchard, donc je suis conseiller auprès de l'AISM, chargé en particulier du renforcement des capacités et de la formation pour les États côtiers francophones depuis 2012. Comme l'a indiqué le doyen de l'Académie, nous essayons d'expérimenter de nouvelles méthodes de coopération compte tenu des circonstances dues à la COVID-19. Et ce webinaire est une opportunité pour mettre en contact en particulier les alumni, donc les titulaires du certificat de gestionnaire des aides de la navigation. Il y en a 75 africains, 59 francophones et 16 anglophones. Mesdames, Messieurs, vous avez sans doute pu consulter le programme du webinaire sur le site internet de l'AISM. Maintenant, Jean-Luc Fontan va vous en rappeler le déroulé
ainsi que le protocole à respecter pendant nos travaux pour garantir la meilleure réussite possible. Merci. Oui, bonjour, bonjour à tous, Jean-Luc Fontan. Le webinaire qui est animé par l'équipe de la ISM se décompose en 4 interventions, dont 3 sont réalisées par des alumni et seront suivies et entrecoupées de sessions de questions-réponses. Alors, si vous le voulez bien, quelques rappels méthodologiques. Ce webinaire qui est organisé sur la plateforme Teams permet les interventions et l'identification de tous les auditeurs ou participants à condition qu'ils aient fait leur inscription en précisant nom, prénom, organisme et fonction. Et je vous remercierai, pour ceux qui l'auraient oublié, de le faire. Pendant le déroulement, n'oubliez pas de couper votre micro, sauf si on vous demande de l'activer. Et si pour poser des questions, je vous prie d'attendre la fin de l'intervention pour procéder avec une main levée, ou de bien vouloir plutôt utiliser le forum de discussion, et ces questions seront gérées et transmises pour une réponse de l'intervenant. Enfin, le webinaire est enregistré et il sera mis à disposition sur la chaîne YouTube de l'AISM comme les précédents webinaires. Merci Jean-Luc. Donc, on est un petit peu en avance sur notre planning. Donc, après la session 1 consacrée à l'accueil et introduction par le doyen de l'académie, et la session 2 avec le programme qui a été rapidement évoqué, la méthode de travail. Donc, nous considérons que l'ordre du jour est adopté et nous allons pouvoir passer à la session 3 qui est consacrée donc à l'intervention de le ministre. Ministre, vous êtes connecté? Je vous vois dans la liste des personnes. Est-ce que vous pouvez brancher votre micro? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai l'impression que ma liaison est bloquée. On vous entend, Jacques. Je vois Monsieur Coustou n'est pas devant la caméra. Oui, Excellence n'est pas devant la caméra. Oui, je me permets juste d'intervenir pour dire qu'il a eu un appel téléphonique juste pendant que vous étiez en train de vous exprimer, donc il s'est absenté à mon avis pour quelques minutes. D'accord. Peut-être pourrait-on profiter avec Jean-Luc, peut-être pour voir si quelques personnes ont éventuellement un commentaire à faire, une question à poser, le temps que le ministre nous rejoigne. Je vois Rennes qui lève la main physiquement. Ça. Il a parlé du doyen. C'est fini déjà. Ah, d'accord. Le doyen a parlé, la deuxième session est passée. Et donc là, maintenant, j'ai déjà introduit le ministre, ça je suis monté. D'accord.
Autant que possible, je rappelle qu'il vaut mieux couper le micro quand on n'est pas sollicité. Et je reprécise à nouveau que les questions posées soit sur le forum de discussion, soit en levant la main virtuelle en utilisant la touche adéquate dans le haut de la barre de commande. Et je vois que Monsieur le ministre est arrivé. Bonjour Monsieur le ministre, bienvenue. Merci à l'ensemble des participants d'accueillir son Excellence Monsieur Martin Parfait Mekoussou Mavungu, qui est donc administrateur en chef de première classe des affaires maritimes et ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique de la République du Congo depuis le 22 août 2017, qui va donc prononcer l'allocation d'ouverture du webinaire. Donc, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos remercier l'Académie mondiale de l'Association internationale de la signalisation maritime pour avoir fait cette invitation à ma modeste personne afin de participer à cette première séance des webinaires dits points cardinaux sur le thème « Les alumni et la sécurité maritime ». Ma dernière participation physique aux activités de l'AISM au Conseil et à celle de l'Académie mondiale du 8 au 10 décembre 2014 à Saint-Germain-en-Laye en France, à l'issue de laquelle mon pays, la République du Congo, a été accepté comme membre. Et y être à ce webinaire me rend heureux, malgré l'éloignement physique. Depuis cette date à ce jour, car dit-on qu'on a beau fuir le naturel, il revient toujours au galop. Mesdames et messieurs, daignez noter ma disponibilité entière et sans faille, car pour moi, le maritime est ma vie. Mesdames et messieurs, les économies des pays africains sont largement tributaires du secteur maritime et il se développe une grande activité offshore d'exploration et d'exploitation qui, avec les occupations telles que la pêche, la circulation maritime internationale et nationale, rappelle l'importance de la signalisation maritime. Cependant, l'attention globale accordée à ce secteur par les pouvoirs publics laisse penser qu'à part les infrastructures portuaires, les États africains, notamment côtiers, appuient trop faiblement les administrations maritimes dans leur rôle de régulateur de la police maritime. La plupart des États africains sont partis aux conventions maritimes internationales majeures sur la sécurité maritime. On peut noter la Convention internationale de 1914 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la SOLAS, ou la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cependant, très peu parmi eux ont pris les mesures appropriées au respect de leurs obligations et responsabilités en vertu de ces mêmes conventions, notamment, et oui, notamment en matière de signalisation maritime. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la création en 1999 de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, avec pour siège Abidjan en Côte d'Ivoire, a été vue comme la réponse concertée à la batterie de lacunes et d'absence de politique régionale en matière de gestion de la mer. Car c'est à Brazzaville, en octobre 1998, que le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a emboîté le pas au président Félix Houphouët-Boigny de la République de Côte d'Ivoire, lui en 1975, et les deux, dans une dimension particulière, demandaient la justesse du management stratégique de la mer. Je dirais que cette organisation, au Maroc,
adossé à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de Côte d'Ivoire, l'Université maritime régionale du Ghana et l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre a vite fait de proposer dans une démarche régionale à l'ensemble des pays membres que soient transcrits en prescription régionale les recommandations et règlements sur la signalisation maritime de la structure comme la vôtre, l'AISM. En ce qui concerne la signalisation maritime, force est de constater que l'organisation n'a pas su relever les défis en présence, pour certaines raisons que l'on pourrait effectivement évoquer et cerner à travers ce webinaire. Mesdames et messieurs, l'Union africaine, le 31 janvier 2014, à sa 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, avait adopté la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Cette stratégie, on l'appelle la stratégie AIM 2050, qui, peut-être que le sort aura décidé ainsi, avait été présentée par ma modeste personne devant les chefs d'État pour le compte de la République du Congo, qui était l'initiatrice de ce projet. Et cette stratégie a tenu compte du potentiel considérable que possède le domaine maritime africain en matière de création de richesses, mais aussi du fait que les États membres ont en commun des opportunités et des défis maritimes. Au sujet de la gouvernance maritime, comme élément du cadre d'action stratégique de cette stratégie, il est dit en ce qui concerne les aides à la navigation maritime. La Commission de l'Union africaine devra lancer un appel pressant aux États membres partis à l'Association internationale de signalisation maritime pour permettre aux États côtiers ainsi qu'aux États non côtiers concernés de promouvoir la sécurité de la navigation maritime, la protection et l'utilisation durable de l'environnement marin par 1. La mise en place d'aides appropriées à la navigation en fonction du volume de trafic et du degré de risque. 2. La réalisation du maximum d'harmonisation en matière d'aide à la navigation, en tenant compte des recommandations et directives de l'AISM lors de la conception de ces aides. 3. L'obtention des informations relatives aux aides à la navigation à mettre à la disposition de toute partie intéressée. 4. La mise au point d'un système de repérage des navires comme l'exige le volume ou les risques de trafic. Ce système doit respecter les directives de l'OMI. Les administrations doivent préconiser l'utilisation de ce système par les navires. Ainsi, la stratégie AIM 2050 dresse ainsi la feuille de route en matière de sécurité de la navigation à l'usage des États membres et devrait donc inspirer, je l'espère, largement nos travaux. Pour avoir participé à son initiation, je puis vous dire que ces objectifs sont confondus avec ceux des organisations et organismes qui œuvrent déjà dans le secteur, comme l'AISM. Madame. L'AISM Oui, asseyez-vous. en direction des pays africains en tenant compte de cette stratégie. L'AISM et son Académie mondiale devraient continuer dans cet effort actuel. Et nous sommes en droit d'attendre que les pays africains tirent le plus grand profit de cette opportunité, afin qu'ils viennent à leur tour témoigner dans les futurs points cardinaux qui vont arriver. Mesdames et messieurs, je fais noter que la sous-région de l'Afrique centrale a pu adopter un code communautaire de la marine marchande en juillet 2012. Véritable tentative réussie d'harmonisation des législations maritimes que plusieurs parties du monde citent en exemple. Oui, le code communautaire de la marine marchande de la CEMAC enjoint les États de travailler
à garantir de la même manière, de la meilleure manière, la sécurité et la navigation maritime, donc la signalisation maritime. Il existe donc un référentiel important sur la thématique de ce jour. Et nous devons donc nous en approprier cette importance à tous les niveaux et discuter des éléments de blocage que peuvent être la formation et le financement. C'est ici le lieu, pour moi, de féliciter l'AISM ainsi que l'Académie mondiale, qui ont toujours entrepris les actions fort louables en direction des animateurs africains dans le cadre du renforcement de leurs capacités à travers différentes missions d'évaluation et revues, ainsi que des ateliers thématiques, sans oublier les formations du niveau 1, gestionnaire d'aide à la navigation dispensée, pour mon beau souvenir, en France et depuis 2017 au Maroc. Pour notre part, je note que la République du Congo avait déjà pris quelques engagements auprès de l'association et qu'elle devra renouveler et surtout de faire réaliser. Le port autonome de Pointe-Noire et la Direction générale de la marine marchande sont vos partenaires. Je voudrais, au moment où je dois terminer mon propos, profiter de cette tribune, malgré la pandémie de la COVID-19, inviter les personnels des ports et des organisations maritimes de faire inscrire à l'agenda de l'OMAOC et de l'AGPAOC les aspects liés à la sécurité de la navigation, donc de la signalisation maritime, pour garantir la lutte contre les actes illicites en mer, mais surtout pour faciliter une bonne navigation maritime pour les marins à bord des navires dans nos plateaux continentaux, je dirais dans le plateau continental, pour être plus prolixe par rapport à la réalité, et à l'entrée des ports. Eh oui, comme élément clé des travaux à venir au sein des organisations sous-régionales, sous l'œil réconfortant de l'AISM et collé à la réalité de l'OMI, qui prône pour des transports maritimes durables au service d'une planète durable. La sagesse africaine enseigne que le soleil, il brille pour tout le monde, même pour un petit visage, et que l'AISM soit ce soleil. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie du fond de mon cœur pour votre bien aimable attention. Et comme on le dit, nous tous nous le savons, bon vent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour avoir répondu favorablement à notre proposition d'intervenir en ouverture de notre réunion et pour les propositions d'axes particulièrement importants que vous avez soulignés, que ce soit au niveau de la coopération régionale avec l'OMAOC, la RSTM, l'Université de l'Accra, l'AGPAOC. Vous avez rejoint des objectifs de l'AISM en mentionnant les questions de gouvernance et de référentiel qui sont tout à fait importants. Et comme vous l'avez dit, je pense que tous les participants aujourd'hui devraient pouvoir témoigner des enjeux et faire les propositions adaptées pour faciliter l'amélioration de la sécurité maritime dans les eaux africaines. Merci encore, Monsieur le ministre. Je crois que compte tenu de vos engagements, vous ne pourrez pas rester connecté pour la suite de la réunion, mais d'autres représentants du Congo sont là et nous reviendrons vers vous prochainement. Encore une fois, merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Donc, je propose de passer à la session numéro 4 et donc qui porte sur l'expression du retour d'expérience par d'alumni, avec comme première intervention celle de M. Kassoum Traoré, directeur adjoint de la logistique au port autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
Le certificat de gestionnaire d'aide à la navigation lui a été délivré le 26 septembre 2014 à la fin de la première session de formation organisée par la France, conformément au cadre défini par l'AISM, et à laquelle des représentants de 4 autres pays africains avaient participé, 3 autres, plutôt Cameroun, Gabon et Madagascar, sans versement de frais de scolarité. Monsieur Kassoum, vous avez affiché la présentation sur l'expertise au sein des commissions techniques de l'AISM et le rôle des titulaires du certificat de gestionnaire des aides à la navigation. Donc, la parole est à vous. Merci. Merci, Monsieur Mancha. Merci à son Excellence, Monsieur le ministre de la République du Congo. Merci au doyen de l'Académie de l'AISM, secrétaire général adjoint de l'AISM. Merci à tous les présents, à tous ceux qui sont présents à ce web séminaire. Alors, comme M. Mancha l'a dit, ça porte sur l'expertise au sein des commissions techniques de l'AISM, titulaire du certificat de gestionnaire d'aide à la navigation. Retour d'expérience du port autonome d'Abidjan, le cas de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, avant d'aller un peu plus loin dans mes propos, je vais présenter le port autonome en quelques points. Le port autonome a été ouvert à la circulation en 1950 avec l'ouverture du canal de Vredi sur une longueur de 2700, aujourd'hui une profondeur de 18 mètres. Le port autonome dispose d'un certain nombre d'infrastructures portuaires dont je ferai l'économie de citer lors de cette présentation, mais qui est affiché dans la présentation. La Côte d'Ivoire est membre de l'AISM depuis 1968 et le port autonome d'Abidjan qui représente le membre national. C'est à ce titre que je prends la parole lors de ce séminaire en ligne. Le gestionnaire, alors on peut se poser la question, quel est le lien entre le gestionnaire d'aide à la navigation et les commissions techniques de l'AISM? Comme on le sait, le gestionnaire d'aide à la navigation, dans son métier de tous les jours, a une expérience spécifique de son environnement opérationnel, connaît les contraintes liées à son environnement administratif et technique de son pays. Il a un état des lieux, actualités et les défis auxquels il fait face. Il a aussi besoin d'un certain nombre d'éléments, notamment un référentiel de bonnes pratiques, le retour d'expériences diverses et aussi les appuis de certains experts. Une organisation opérationnelle éprouvée, mais tous ces éléments pourraient avoir un retour via des éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la formation des gestionnaires d'aide à la navigation qui est sanctionnée par un certificat. Lors de cette formation, le gestionnaire d'aide à la navigation peut acquérir un certain nombre de connaissances, notamment la connaissance technique nécessaire, la connaissance nautique requise, le renforcement de la capacité managériale dans le domaine de la signalisation maritime, et peut aussi avoir accès à un, un accès expliqué à des outils et des documentations utilisables dans tous les jours. C'est le lieu aussi d'établir un lien de travail et de coopération très fort entre les différents alumni. Comme nous sommes, comme M. Mancha l'a bien souligné, je suis en contact permanent avec les collègues du Cameroun, du Gabon, du Madagascar. Il faut souligner que tous ces besoins peuvent être complétés par les commissions techniques de l'AISM qui fournissent un ensemble d'experts mondiaux, opérationnels et gestionnaires expérimentés, qui intègrent aussi des industriels dans le domaine des aides à la navigation et de la signalisation maritime, qui travaillent sur les problématiques d'actualité et de l'amélioration continue, en lien avec la stratégie de l'AISM et le programme de travail. Le parcours du port autonome d'Abidjan, jusqu'à maintenant, de quoi il est fait ce parcours? Il faut noter que c'est suite à une sensibilisation de l'Académie mondiale de l'AISM, de ce qu'il fait et de sa stratégie de développement, que nous avons connu une implication plus forte de la direction générale, aussi bien du ministère des Transports que de la direction des Affaires maritimes.
Ce soutien fort suite à ces actions de sensibilisation nous a amené à faire la formation des gestionnaires d'aide à la navigation, aussi demander une évaluation technique sur les besoins d'aide à la navigation en Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, le parcours de la Côte d'Ivoire via le port autonome peut se résumer à 4 étapes. Il y a d'abord la formation des gestionnaires d'aide à la navigation, la mission d'évaluation technique des besoins d'aide à la navigation avec des recommandations précises à mettre en œuvre. Il y a la formation des gestionnaires du trafic maritime suite aux recommandations et la mise en œuvre des actions d'amélioration avec l'appui des commissions techniques de l'AISM, notamment la commission ingénierie, la commission ARM. Suite à ces acquis, un certain nombre d'actions ont été entreprises et mises en œuvre. Notamment, il nous est arrivé de catégoriser et d'établir les objectifs de disponibilité des aides à la navigation visuelle en se basant sur la recommandation R130 de l'AISM. Nous avons également reprogrammé les rythmes des feux de signalisation en privilégiant les feux à faible consommation énergétique de sorte à permettre une autonomie plus longue des batteries en période de faible ensoleillement. Nous est amené également à réajuster les méthodes de calcul des indicateurs de performance en y intégrant les clients et les usagers. Également, nous avons utilisé, comme je l'ai dit tantôt, nous avons utilisé des outils de calcul auxquels nous avons eu accès, des outils de calcul notamment Calma, et en se basant également sur certains guides pratiques, notamment le guide 1066, pour optimiser les lignes de mouillage et des corps morts. À titre d'exemple, nous sommes passés à 150 mètres de lignes de mouillage lorsque nous nous appuyons sur notre connaissance empirique, à aujourd'hui à 100 mètres de lignes de mouillage sur les profondeurs, c'est 50 mètres en mer. Ceci étant possible, quand nous avons aussi amélioré la densité des corps morts, passant de 2,4 à 3, tout ça sur la recommandation de l'outil de calcul Calma. Les connaissances nous ont également permis de redéfinir la portée des faits critiques passant de 3 000 nautiques à 6 000 nautiques en tenant compte de la faible visibilité réduite pendant les périodes alimentaires qui se situent généralement en Côte d'Ivoire, la période de décembre en janvier. Nous avons également, avec l'aide de la commission ingénierie et certains industriels que je n'aurais pas cités au risque de faire des publicités, évalué l'opportunité de la mise en place d'un feu à secteur dans l'axe des canals. Avec cet appui, nous sommes arrivés à mettre un feu à secteur classique dans l'axe du canal pour servir d'aide à la navigation pendant les périodes de travaux lors de l'agrandissement du canal de Vrédier, en lieu et place des feux à bordure oxygène qui étaient pressentis. Nous avons adapté les méthodes de calcul des indicateurs de performance des VTS en y affectant les coefficients de sévérité en fonction des services rendus, ce qui nous a amené à classifier les équipements en 3 niveaux de sévérité, les équipements qui sont jugés vitaux, d'autres secondaires et ainsi d'autres importants. Tout ça intégré dans la formule qui affiche a donné les résultats suivants au cours de l'année 2019. Pour des exigences qui étaient fixées par les utilisateurs et les clients à 95%, nous étions à peu près un peu moins à 98% lors de l'année 2018. En somme, nous pourrons dire que les connaissances acquises lors de la formation de la certification des gestionnaires du trafic à la navigation utilisée dans l'environnement opérationnel spécifique de la Côte d'Ivoire a permis de remettre à niveau la fourniture des aides à la navigation en les réalignant sur les exigences de l'AISM, redéfinir les indicateurs de performance et le mode de calcul en intégrant les usagers, nous a permis également d'envisager un certain nombre de solutions qui n'étaient pas envisageables si nous n'avons pas reçu ces connaissances et ces connexions avec les experts du monde maritime. Nous avons à notre disposition des outils techniques de dimensionnement qui nous ont permis véritablement d'optimiser nos lignes de mouillage et des corps morts. Aussi, nous avons constamment eu des appuis techniques face aux nouveaux défis et difficultés qui se présentent tous les jours, notamment des gens de la commission ingénierie, la commission ARM et aussi par moment de la commission VTS.
Je ne saurais terminer ces propos sans inviter tous les alumni et tous les gestionnaires d'aide à la navigation à participer aux commissions techniques de l'AGSM, qui est réellement une opportunité d'expertise à notre disposition, où on retrouve tous les experts du monde maritime, les industriels, pour lever tous les défis que nous pourrons poser. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Traoré Kassoum, pour cette très intéressante présentation qui met en valeur, comme vous venez de le dire, la participation des personnels des membres de l'AISM aux réunions des commissions techniques et les bénéfices que peuvent en tirer les pays ayant un membre national associé ou industriel. Je profite de ça pour signaler que du fait de la Covid-19, la participation de ces personnels est aujourd'hui facilitée d'une certaine façon, puisqu'il suffit de se connecter lors des webinaires pour les plénières et les réunions des groupes de travail de chaque comité, sans avoir à engager de dépenses de transport et d'hébergement, comme c'est habituellement nécessaire. J'encourage donc toutes les personnes à prendre connaissance des informations disponibles sur le site internet de l'AISM pour programmer vos participations à ces réunions. On a une liste impressionnante de thèmes, d'actions qui ont été conduites. En complément de cette présentation, Monsieur Traoré, comme les autres intervenants, ont préparé une fiche Word, et donc la totalité de ces documents seront à la disposition de qui le veut sur le site internet de l'AISM. Donc, on reste dans le temps imparti, on a 2 minutes de décalage. Je passe donc la parole à Jean-Luc pour la conduite de la session numéro 5 consacrée aux questions posées sur le forum des discussions ou faisant l'objet d'une main levée sur cette présentation. Oui, bonjour à tous. Je guette les mains levées et en même temps les messages sur le forum de discussion. On va se donner quelques minutes de patience. Il y a une main levée de Monsieur Olo Kambiré du port autonome de... Est-ce que vous voulez prendre la parole pour poser votre question, s'il vous plaît? Oui, si vous me permettez. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, monsieur Kambiré, on vous entend. Ok. Je voudrais d'abord remercier tous les participants à ce webinaire et en particulier monsieur le directeur de la logistique, monsieur Traoré Kassoum, et le féliciter pour sa présentation. Moi, c'est monsieur Kambiré Olo. Je suis chef de service télécommunication au port autonome d'Abidjan à la direction de la logistique. Et ma question est la suivante. Au cours de la présentation de monsieur le directeur, il a mentionné le fait qu'ils aient installé un feu à secteur dans le canal de Vridi. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix du feu à secteur au lieu de déployer un balisage classique par la mise en place de bouées. Voici un peu ma question. S'il faut reformuler la question ou bien si c'est bien cerné. Alors, c'est bien cerné. Jean-Luc, je réponds au fur et à mesure ou bien vous prenez toutes les questions? Non, vous pouvez répondre au fur et à mesure. On attend la question suivante. Très bien, M. Kambiré. Merci pour ta question. En fait, le choix des feux à secteur répondait à des problématiques. D'abord, on avait l'urgence. Il fallait trouver une solution de balisage lors des travaux d'agrandissement. On n'avait pas suffisamment de temps pour commander suffisamment de bouées pour le faire. Il nous restait aussi l'option du balisage virtuel. Mais les équipes en place
et l'infrastructure en place n'était pas adaptée pour la mise en place d'un balisage virtuel. Donc, on a opté pour une solution de feu à secteur qui permettait en même temps de couvrir le canal pendant les travaux, ce qui a été fait avec l'aide du pilotage du port autonome d'Abidjan. Il faut dire que cette solution aussi, ça avait une justification économique, ça nous revenait beaucoup plus cher de mettre les bouées avec des feux en place que des feux à canon qui étaient plus faciles. Ce qui justifie le fait qu'on ait mis un feu à secteur. Mais le feu à secteur classique a été choisi au détriment des feux à bordure oscillante suite à la recommandation de certains experts et surtout de certains amis d'Amérique du Sud que j'ai rencontrés une fois aussi à la commission ingénierie qui avait l'expérience de ce que les feux à bordure oscillante ne marchaient pas bien dans des environnements très humides et dans les climats tropicaux. Donc voilà un peu les raisons qui nous ont poussé à choisir les feux à secteur. Merci, merci pour votre réponse. Bien, merci pour cette question et la réponse qui a été apportée. Il y a une question de Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, vous pouvez prendre la parole. Je me permets d'intervenir. Est-ce que Monsieur Traoré, vous pourriez fermer la présentation qui occupe l'écran? Merci beaucoup. Ah oui. Très bien. Nous avons deux questions actuellement, Monsieur Aliati et Monsieur Koulibaly. Le premier qui active son micro prend la parole. Bonjour à tous, c'est Monsieur Aliati du Maroc. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Merci, Monsieur Aliati. D'accord. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Bon, oui. Une, il est adressé à l'ASM. Donc, l'outil de calcul et de dimensionnement du système de mouillage des bouées qu'on trouve sur la base de données de l'ASM, c'est le Calmar. Et ça, c'est un outil d'un industriel, alors qu'il ne donne pas de précision pour d'autres bouées fabriquées par d'autres industriels, que ce soit des bouées en polyéthylène ou des bouées ou des bouées donc autres. Et là, je demande à l'ASM d'inviter l'ensemble des industriels à mettre sur la base de données de l'ASM leur système de calcul et de dimensionnement du mouillage pour que tous les utilisateurs puissent l'utiliser d'une manière scientifique. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est le feu de guidage à secteur classique, c'est un feu qui n'est pas assez précis. Et je pense que pour les fleuves, les entrées, les ports très étroits, on devrait utiliser le feu de guidage à bordure oscillante. Et je ne sais pas pourquoi vous avez privilégié cet équipement par rapport à la bordure oscillante qui est d'une nouvelle génération et qui donne beaucoup de précision pour le navigateur et notamment pour nos amis les pilotes. Et merci. Ok, très bien, Monsieur Aliati. Merci pour la très belle question. En fait, le feu à guidage classique, quand il est bien réglé, il donne un niveau de précision suffisante pour ce qui est les contraintes du port autonome d'Abidjan. Nous l'avons fait en collaboration avec nos pilotes.
Comme vous le dites, je l'ai dit tantôt, nous, initialement, on avait pressenti les feux à bordure oxydante parce qu'effectivement, nouvelle génération, beaucoup plus précise, mais les contraintes environnementales. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a un taux d'humidité autour de 90%. Avec les feux à bordure oxydante et le retour, c'est pour cela que je parlais de la commission technique, le retour d'expérience de certains collègues gestionnaires d'aide à la navigation qui ont essayé de mettre cette technologie en Amérique latine, ça n'a pas fonctionné comme il se devrait. Donc, vu ce retour d'expérience, en nous faisant assister par les experts, notamment les experts de la commission ingénierie, l'industriel, le fabricant qui est aussi membre industriel de l'AISM, nous sommes arrivés à la conclusion que pour ce que nous devrions faire, pour les exigences qui étaient posées dans le cadre du port autonome d'Abidjan, un feu à bordure classique suffisait largement. Il était économiquement justifiable que de mettre un feu à bordure oxygène qui est beaucoup plus cher. Voilà un peu les raisons. Monsieur Traoré, Jean-Luc Fontan, il vous reste 1 minute pour répondre. Très bien, c'est la réponse à cette question. Je vous remercie. Je propose qu'on passe au sujet suivant, vu que le temps défile. Je demande à ceux qui n'ont pas obtenu le temps de poser leurs questions ou d'obtenir la réponse qui les satisfaisait, de poser à nouveau leurs questions par écrit sur le forum de discussion. Ces questions seront prises en compte et une réponse sera apportée par la suite. Je vous remercie. Je repasse la parole à Jacques Manchard pour la suite. Merci Jean-Luc. Merci aux intervenants pour les questions posées. N'hésitez pas à utiliser le chat pour en poser d'autres. Donc, je vous propose maintenant de passer à la session numéro 6 du webinaire, qui est consacrée à la présentation qui va être délivrée par Madame Tébié Sidi Mamadou Salamatou, chef de la division sécurité maritime et protection de l'environnement marin à la direction des affaires maritimes de la République du Togo. Le certificat de gestionnaire d'aide à la navigation lui a été délivré le 21 octobre 2016 à l'issue de la 3e formation organisée par la France, conformément au cadre défini dont on avait déjà parlé. Et il y avait, lors de cette session, des représentants aussi de Djibouti, du Gabon, du Maroc et du Sénégal qui avaient participé. Madame Tébié, donc, est-ce que vous pouvez afficher votre présentation? Oui. Ou Isabelle, pouvez-vous le faire? Oui. Vos noms est Madame Isabelle. N'a qu'à le faire pour moi? Oui, c'est en cours. OK. Donc, je profite de l'occasion pour présenter mes excuses pour le désagrément de tout à l'heure. Et je vais couper ma caméra pour que je n'ai pas d'autres bobos. Voilà. Mais vous allez en voir ma voix. Merci. OK. C'est à vous. Merci. Aujourd'hui, c'est le 6e webinaire, le webinaire numéro 6 plutôt, des alumni à la sécurité de la navigation. Et le thème que je vais développer concerne le registre des aides à la navigation. Voilà. Et en sommaire, vous avez l'introduction et l'historique de la formation à l'AISM à la mission d'évaluation d'aide à la navigation. Le 2e point, c'est la mission de revue. Le 3e, le registre des aides à la navigation proprement parlé. Et nous allons conclure. Oui, allez-y. Voilà. Donc, j'ai eu l'honneur de participer du 7 au 9 décembre 2015 à Dakar, au Sénégal, à l'atelier sur le développement de la signalisation maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre et la mise en œuvre du Fonds maritime régional de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc, que le gouvernement de la République du Sénégal a organisé en partenariat avec l'Académie mondiale de l'Association internationale de signalisation maritime AISM.
Un des objectifs de cette action de renforcement de capacité mise en œuvre par l'AISM était de permettre aux pays membres de l'OMAOC, dont l'objectif à long terme est la mise en place de services maritimes et auxiliaires rentables avec plus de sécurité, plus de sûreté et moins de pollution, d'envisager d'adhérer à cette structure dynamique et proactive de façon à agir sur le développement de la sécurité de la navigation. Vous allez voir en image la photo de famille à l'issue de cette réunion. Donc, ensuite, grâce à la formation également mise en œuvre par l'AISM, j'ai suivi en 2016, comme l'a dit tout à l'heure M. Jacques Manchard, à la formation des gestionnaires d'aide à la navigation organisée par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de la mer français. Je suis titulaire d'un certificat international de gestionnaire d'aide à la navigation et donc membre de la communauté des alumni qui compte près de 300 membres dans le monde, dont plus de 70 en Afrique. Donc, compte tenu des besoins existants en matière de sécurité de la navigation dans les eaux sous juridiction togolaise, une mission technique d'évaluation des besoins d'aide à la navigation, y compris les services de trafic maritime, a pu être effectuée par l'AISM à la demande de la Direction des Affaires maritimes. Cette mission a été conduite du 13 au 19 mars 2017 par M. Jacques Manchard, ingénieur en chef conseiller auprès de l'AISM, qui est notre présentateur. Donc, voilà. Donc, cette mission a été assortie de recommandations qui a permis, dont la mise en œuvre exigeait une mission de revue. Donc, en 2018, la mission de revue a été organisée. Donc, conformément au master plan de l'Académie, une mission de revue effectuée par l'expert M. Jacques Manchard est entièrement financée par l'AISM, comme la mission précédente a été organisée le 22-23 octobre 2018, afin de mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2017. Donc, en 2017, il y avait eu 68 recommandations qui avaient été faites à l'État togolais et il fallait venir voir la mise en œuvre. Ainsi que avec le soutien de Monsieur le ministre des Transports et des Infrastructures, Monsieur Nissao Nyonfam, un certain nombre de décisions ont pu être prises. Sur proposition de M. Machon Nawe Bakaye, directeur des Affaires maritimes. Donc, nous avons eu la désignation en 2019 de la Direction des Affaires maritimes comme coordonnateur national du Système mondial d'avertissement de navigation SNAN et du Système mondial de détresse à la sécurité en mer. La direction approuve ainsi, à ce titre, la création, la modification, la suppression des aides à la navigation dans les eaux sous juridiction togolaise. Une évolution de la mise en œuvre des recommandations issues de cette mission de revue a été faite avec les représentants des parties prenantes ayant participé aux réunions lors des deux missions. Grâce aux travaux conduits sur ces bases, en valorisant les connaissances des différents acteurs en matière d'aide à la navigation, c'est-à-dire les différents acteurs, nous avons l'ADM, le port autonome de Lomé, le Haut Conseil pour la mer, la préfecture maritime, la marine nationale, la gendarmerie maritime, l'environnement, la direction de la météorologie et la Société Nouvelle des Phosphates SNPT, le gazoduc de WAPCO, tous réunis au sein du comité consultatif des parties prenantes des aides à la navigation. Cela faisait partie des recommandations et des 68 recommandations. Donc, ce comité est à pied d'œuvre. À l'intérieur de ce comité consultatif, nous avons un comité technique. Donc, ça, c'est l'innovation. Le comité technique, il est chargé de faire l'étude approfondie de la thématique et ensuite, maintenant, de le présenter au grand groupe pour validation. Donc, nous avons reçu aussi le bénéfice de l'accompagnement de l'appui de la France qui avait un rôle de maître d'ouvrage
Donc, nous saluons au passage le capitaine de corvette Dominique Bouilleur de la coopération marine qui nous a quand même assisté un temps soit peu dans cette action-là. Donc, beaucoup d'autres actions telles que le registre des aides à la navigation. Donc, le registre des aides à la navigation, vous avez, et on a un registre, mais avant de le faire, avant d'en arriver là, donc plusieurs tâches ont été élaborées, telles que l'élaboration de la fiche technique de visite que vous allez voir plus bas, et également l'inspection de toutes les aides le long de la côte. Donc, c'est une œuvre particulièrement importante qui a été la création du registre des aides à la navigation. Donc, il s'agit d'un outil absolument nécessaire pour que l'autorité nationale compétente en matière d'aide à la navigation, c'est-à-dire la direction des affaires maritimes, puisse mettre en œuvre la première des 3 obligations qui sont celles de l'État côtier en application de la règle 13 du chapitre 5 de la Convention SOLAS. Donc, un spécimen du registre des aides à la navigation a été préparé et ensuite validé par le comité. Puis le registre, qui est un tableau récapitulatif de toutes les aides à la navigation existantes, a été élaboré. Comme dans la fiche technique de chaque aide, on y trouve les photos, fonctions, disponibilité, etc. Donc, le registre des aides à la navigation, donc en dehors de ça, d'autres actions ont été conduites comme l'élaboration de la fiche technique. Donc, la fiche technique, la voilà, elle a toutes les informations nécessaires. Donc, de renseignement, cette fiche a été également validée par le comité consultatif. Donc, elle a pour objectif de faciliter la collecte des données relatives au type, aux caractéristiques, à la catégorie, au fonctionnement, à la disponibilité de l'aide visitée. Elle répond à l'obligation découlant du second paragraphe de la règle 13 de la Convention SOLAS. Donc, comme je l'avais dit tantôt, des inspections préalables le long des côtes a été organisée. Donc, à l'issue de toutes ces actions, donc, nous avons procédé à l'infonautique, l'information nautique, la fourniture d'informations aux navigateurs. Donc, vous allez voir que, en premier, vous allez voir sur le tableau les informations concernant le coordonnateur, les informations concernant la bouée, et puis les acteurs, vous avez la liste de tous les acteurs, et en premier, le Navaria. Donc, le Navaria 2 a été informé pour permettre la mise à jour des cartes marines. Donc, nous travaillons en collaboration avec le CHOM, et en 2019, près de 13 avis aux navigateurs ont été envoyés au CHOM et à toutes les parties prenantes des eaux maritimes. Donc, elle découle également du 3e paragraphe de la règle 13. Voilà l'exemple. Donc, autre projet, on peut citer d'autres actions en cours, comme le projet de décret ayant pour objet de veiller à l'amélioration des aides à la navigation dans les eaux maritimes du Togo, un projet de procédure d'autorisation, de création, de modification ou de suspension d'une aide à la navigation dans les eaux du Togo, un projet de décret ayant pour objet de définir l'infonautique et de fixer les modalités de son recueil, sa transmission et sa diffusion, un projet de création d'un comité national des aides à la navigation, un projet de convention entre la direction des affaires maritimes et les autorités portuaires. Donc, vous avez tous ces textes-là au tableau et sur votre écran. Donc,
Pour ainsi dire, je peux conclure, le comité consultatif des parties prenantes des aides à la navigation poursuit toujours la mise en œuvre des recommandations de l'AISM. Donc, malgré la pandémie du Covid ayant freiné un temps soit peu les actions et les mesures, le 27 octobre 2020, les activités ont repris avec une nouvelle réunion du comité technique. Je saisis cette opportunité pour remercier l'AISM et en particulier M. Jacques Mancha qui n'a mené aucun effort pour ma formation et ma mise en contact avec les personnes ressources permettant d'être à la hauteur de la tâche qui m'était assignée. Je remercie de tout cœur le directeur sortant et le directeur des affaires maritimes en service, qui tous deux ont cru en moi et ont soutenu les initiatives dont le but est d'amener le Togo à s'acquitter de ses obligations internationales en matière de sécurité de la navigation maritime. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tébié Sidi Mamadou Salamatou, pour cette très intéressante présentation qui met en valeur l'implication mise en œuvre au Togo sur la base des conclusions présentées à la suite des missions de l'AISM, avec le support de l'ambassade de France au Togo, que je profite de cette occasion pour remercier. Je suis vraiment impressionné par tout ce qui a pu être mis en œuvre. Comme tout le monde a pu le voir, de nombreux supports juridiques, organisationnels, techniques ont été élaborés et je pense qu'ils peuvent constituer des bases utiles pour une coopération au niveau régional en Afrique. Je sais que des demandes seront bien reçues de votre part et que vous pourrez tirer tous ensemble des bénéfices de cette action. J'encourage donc tous les participants à prendre connaissance des informations disponibles sur le site internet de l'AISM, dans les documents support de ce webinaire. Et je passe la parole à Jean-Luc pour la conduite de la session 7 consacrée aux questions sur le forum de discussion. Sachant qu'on a une dizaine de minutes de retard, je vous prie de nous en excuser. Oui, donc je rappelle que les questions peuvent se faire par la main levée virtuelle ou directement sur le forum de discussion. Je vous demande d'être bref et concis dans vos questions, précis également pour faciliter les réponses. Bien, il semblerait que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je propose aux participants de ce webinaire, si des questions leur viennent à l'esprit dans l'intervalle, de les poser ensuite, toujours sur le forum, et nous nous engageons à ce qu'il y ait une réponse. Je repasse la parole à Jacques Mancha. Merci Jean-Luc, merci à Salamatou pour vraiment les informations très, très intéressantes communiquées. Et je vous propose maintenant de passer à la suite du consacré à une Madame Nice du Maroc. Comme Madame Tébié, eu le plaisir de recevoir le certificat de gestionnaire la même date, le 21 octobre 2016, puisqu'elles avaient toutes les deux participé à la même session de formation. Merci, Madame Nisrinouizi, d'afficher votre présentation qui porte, entre autres, sur le financement des aides à la navigation et de la formation. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, on vous entend et la première diapositive est affichée, donc merci, à vous.
Merci beaucoup, Jacques. À mon tour, je tiens à remercier l'Académie mondiale de l'AISM et l'AISM par rapport à l'organisation de ce webinaire, 10 points cardinaux, et d'avoir pensé à impliquer le Maroc en tant qu'intervenant dans le cadre de ce programme. Ce ne c'est qu'un pur plaisir, en fait, pour ma part et pour mes collègues, en fait, de faire partie de ce webinaire. Donc, permettez-moi, alors mon intervention va porter sur principalement le financement des aides à la navigation au Maroc. Et permettez-moi tout d'abord de vous présenter le Maroc. Donc, le Royaume du Maroc, un pays maritime par excellence. Donc, on a 3500 km de côtes maritimes réparties entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, jalonnés par 40 phares et plus de 250 balises. Nous disposons de 43 ports, dont 14 ouverts au commerce international, ce qui nous assure une connectivité à l'international très importante et une place très privilégiée dans le bassin méditerranéen en termes de connectivité portuaire, notamment grâce au hub du port d'Angemet. Plus de 95% des échanges commerciaux sont acheminés par la voie maritime au Maroc, d'où l'enjeu du secteur portuaire et maritime pour le commerce et le label de l'économie marocaine. En accord à nos obligations, comme tous les États côtiers, nous disposons d'un détroit de Gibraltar, dont nous disposons d'un VTS, un système de suivi du trafic maritime côtier qui assure la surveillance et la sécurité de la navigation, conformément aux directives de l'ONU et de l'AISM adoptées à cet égard. Donc, le Maroc a également installé le long de ses côtes un réseau de stations AIS et exploite une base de données pour le suivi des navires, notamment ceux transportant des matières dangereuses. En plus du service hydrographique du Maroc, nom de la division hydrographie-océanographie de la marine récemment créée, un dispositif pour la localisation et le suivi des navires de pêche opérant dans les eaux marocaines et également opérationnel dans le système de suivi des navires à grande distance est mis en place. En ce qui concerne la coopération entre le Maroc et l'AISM, donc une coopération fructueuse au bénéfice d'une navigation maritime sûre et durable, le Maroc en tant qu'État côtier et État du port, donc on a ratifié la majorité des conventions internationales en relation avec la sauvegarde de la vie humaine en mer, donc la convention SOLAS, la prévention de la pollution et la préservation du milieu marin et la formation et la certification des gens de mer, ainsi que la sûreté des navires et des installations portuaires. Donc depuis notre réadhésion en 2016 à l'occasion des journées techniques portuaires et maritimes dont nous avons le privilège d'organiser avec l'AISM, plusieurs actions se sont succédées jusqu'au couronnement du Maroc à la position privilégiée en tant que membre du Conseil en 2018. Pour le volet renforcement des capacités, puisqu'on est dans le cadre de la formation et dans le cadre d'un webinaire des alumni, le Maroc également a eu aussi l'occasion, grâce aux efforts de la Direction des Affaires maritimes et l'AISM et l'Académie mondiale de suivre des sessions de formation. Donc, on a suivi 4 sessions de formation dont je fais partie, peut-être la première certifiée de gestionnaire des aides à la navigation organisée en France. Et puis, d'autre part, par la suite, on a pensé également à mettre en place le processus d'accréditation de nos établissements de formation, notamment l'ISEM, l'Institut supérieur des études maritimes, dont M. Neguib est parmi nous, donc j'ai vu dans la liste des participants, et l'Institut de formation portuaire qui relève de l'Agence nationale des ports, qui ont été accrédités selon la norme de l'AISM en formation et nous a permis de réaliser des actions de formation et des certifications. À travers ces actions, donc on a 38 cadres marocains qui ont pu bénéficier de formation, dont 19% des places a été réservées aux participants des pays africains. Le Maroc a mis en place une convention aussi en interne pilotée par la direction des ports en sa qualité d'autorité nationale en la matière pour renforcer son rôle de coopération et de participation dans les commissions techniques organisées à cet effet. Donc, un overview, je partagerai par rapport à cette convention qui porte sur principalement la fixation et la convergence des actions réalisées, la mise en place et la mise en cohérence des plans d'action en matière de sécurité de la navigation et aussi de pérenniser la représentativité du Maroc dans le cadre des commissions techniques de l'AIS. Alors, comme ça, à chaud, en fait, conclut des retombées positives de toutes ces actions-là. Donc, au Maroc, en fait, pour se conformer également aux recommandations de l'AISM ou pour répondre à la matière en sécurité de la navigation maritime et côtière. Donc, on a mis en place des plans de balisage.
des ports. Donc, les nouveaux ports qui sont en cours de construction ont bénéficié des études et des programmes de balisage des ports. Donc, notamment, j'en citerai le port de Safi, récemment ouvert à l'exploitation, le port de Kénitra Atlantique en cours d'études et le port de Miheliz. Et en ce qui concerne les nouveaux plans de balisage, donc des plans de balisage en cours d'actualisation, donc pour la remise à niveau de certaines balises, en fait, au niveau des ports et se conformer au taux de disponibilité requis par les recommandations internationales. Donc, j'en citerai le port de Casablanca, le port de Mohamedia et le port d'Agadir. Et ceci, on a le privilège également de travailler avec le commandant Aliati, qui vient de prendre la parole tout à l'heure, je l'ai vu en virtuel, qu'on a associé pour la réalisation de ces études-là, qui lui aussi est gestionnaire et les certifiés gestionnaires des aides à la navigation maritime. Alors, en matière de financement, donc, puisque mon sujet porte sur ceci, donc le financement des projets relatifs à la navigation maritime aujourd'hui, c'est un élément important de la mise en œuvre de notre stratégie portuaire. Aujourd'hui, en fait, plusieurs actualités en termes de gestion des aides à la navigation sont mises sur place. Premièrement, c'est que les nouveaux projets des lois de finances en Maroc, ils ont substitué la gestion axée sur les moyens à une gestion axée sur la performance. Donc, on a introduit le taux de disponibilité des établissements de signalisation maritime comme un indicateur de performance qui fait l'objet d'audits par des inspecteurs, donc annuellement pour chaque exercice budgétaire. Un deuxième point important en matière de financement, c'est la programmation budgétaire triennale. Donc, j'ai eu également le privilège de suivre le module 3 à Saint-Germain-en-Laye en matière de gestion des aides à la navigation. Donc, également, au Maroc, on a mis en place une programmation triennale, ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur un futur et un moyen terme. L'encouragement des partenariats publics-privés, ce qui est vraiment une orientation stratégique du Maroc, non seulement pour les aides à la navigation, à travers la publication de la nouvelle loi sur les PPP et les efforts qu'on déploie à notre niveau pour l'accès au financement et au programme d'appui externe. En sus de tout ça, en fait, pour un peu illustrer nos programmes de formation qu'on a réalisés avec l'ISEM, l'IFP et avec le CEREMA également, donc il nous a donné un appui technique très important en matière de formation. Donc, on a mis en place différentes combinaisons financières, donc notamment l'autofinancement des actions de formation réalisées, parfois le recours au programme d'appui pour la formation et l'appel à sponsoring qui a été réalisé dans certains événements en relation avec le renforcement des compétences. Rapidement, je parlerai des différents programmes. Donc, on a notre programme triennal, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, c'est des programmes avec une planification spécifique une planification spécifique ainsi qu'une enveloppe budgétaire dédiée. Donc, le programme des études de balisage et des nouveaux ports ainsi que les études de manœuvrabilité des ports, le programme des travaux de balisage des nouveaux ports, le programme de balisage des ports, le programme d'entretien des phares, y compris le fonctionnement et l'achat de matériel technique, le programme des études d'expertise des phares. Donc, c'est un programme ambitieux qu'on vient de lancer il y a 2 ans pour expertiser tous nos phares en vue soit de leur ouverture au grand public, soit pour leur bon fonctionnement ou pour leur réhabilitation tout court, et également les programmes liés aux travaux, donc une grande partie des travaux d'aménagement et de valorisation de ce patrimoine pris en charge par l'État. Alors, pour le futur, donc le futur assez ambitieux pour rester dans la continuité de nos actions qu'on a déjà menées. Donc, premièrement, c'est l'arsenal juridique. Donc, nous essayons à travailler sur le renforcement de notre arsenal juridique et principalement, ce fait partie de notre sujet d'ordre du jour aujourd'hui, c'est la mise en place du décret de la sécurité de la navigation maritime. La mise en place des actions de coopération tripartite, le Maroc est en train de mener les discussions avec les bailleurs de fonds pour accroître son positionnement en matière de formation dans le cadre des aides à la navigation et aussi en matière de taux de disponibilité de ces phares, la valorisation et la protection des phares du Maroc, et puis le projet relatif au classement des phares et des objets de phares en tant que patrimoine culturel historique national. Et pour finir, et je finirai en beauté, puisqu'on a le phare de Cap-Spartel devant nous, donc j'ai le plaisir d'annoncer que c'est très bientôt le phare de Cap-Spartel sera ouvert au public, puisqu'on a mis en place un appel qui a permis d'identifier un partenaire privé dans le cadre de l'ouverture de ce phare. Et très bientôt, j'espère, après cette crise sanitaire, qu'elle passera rapidement, que le phare sera ouvert au public et il va recevoir
certains parmi vous pour admirer la beauté maritime, la beauté du patrimoine maritime marocain. Et sur ce, je finis mon propos et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Nisrine Ouizi, pour cette présentation extrêmement bien illustrée et qui met en valeur la politique très volontariste conduite par le Royaume du Maroc, tant en ce qui concerne la fourniture d'aide à la navigation dans les eaux du Maroc qu'en faveur d'une coopération internationale, l'accueil de manifestations, l'organisation de formations accessibles sans frais de scolarité à des représentants d'autres pays francophones en sont des exemples de concrétisation. La question du financement est bien entendu centrale en matière de formation, alors que plusieurs centaines de personnes devraient pouvoir bénéficier de la formation de niveau 1 en Afrique. Je suis sûr que les dossiers en cours auxquels est associée l'AISM permettront de déboucher sur des actions concrètes. Je suis encore une fois impressionné par tout ce qui a pu être mis en œuvre, comme présenté dans les autres présentations, avec par exemple le retour du Maroc au sein de l'AISM. Je voudrais mettre en valeur le fait que, comme nous venons de le voir avec ces trois présentations, et y compris lors de l'allocution de Monsieur le ministre, les travaux conduits participent grandement à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, et en particulier de l'objectif numéro 4 sur l'éducation de qualité, le numéro 5 sur l'égalité des sexes et le numéro 14 sur la vie aquatique. Et donc, je passe la parole à Jean-Luc pour la conduite de la dernière session, numéro 9, consacrée aux questions posées sur le forum de discussion ou en levant la main. Merci. Deux questions pour le moment. Nous allons accorder quelques minutes à la possibilité de se manifester, que ce soit par la main levée électronique ou par des questions écrites sur le forum de discussion. En rappelant bien entendu que les questions qui peuvent être posées ultérieurement feront l'objet de réponses de la part des intervenants. Ah. Donc, il y a une question qui est posée. Alors, je vais donner la parole, mais je ne vois pas l'identification de la personne qui va se présenter elle-même. Je lui passe la parole. Bonjour, je suis Paulite Mathieu et du service maritime et de navigation d'Haïti. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour moi et dans ce webinaire. Donc, ma question est adressée à Madame Tebis. Donc, elle a montré durant sa présentation une fiche technique concernant les aides à la navigation. Alors, de bien visualiser la fiche. Donc, je me demande est-ce que c'est possible d'avoir ce document-là quelque part sur le site ou m'envoyer ça par mail. Donc, voilà. Merci. Si je peux me permettre de répondre, donc Jacques Manchard, l'ensemble des documents qui sont présentés, en particulier les fiches qui ont été élaborées par le Togo, seront disponibles sur le site internet de l'AISM avec l'ensemble des actes du webinaire. Mais je laisse Salamatou compléter si elle le souhaite. Ah oui, je remercie les participants. Bon, la fiche technique qui se trouve dans la présentation lui sera disponible sur le site. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, nous sommes prêts à collaborer pour aider le Bénin aussi à aller de l'avant et à assurer la sécurité de la navigation de leurs eaux. Merci. Bien, merci pour la question et la réponse. D'autres questions, notamment sur l'intervention du Maroc?
Bien. Eh bien, je propose de clôturer cette session de questions-réponses et je passe la parole à Jacques Manchard. Merci Jean-Luc. Je voudrais donc, nous arrivons à la fin du webinaire, donc remercier en mon nom et en ceux de l'AISM tous les intervenants, à la fois pour les présentations, mais les questions qui ont été posées oralement ou sur le forum de discussion. Et donc, nous arrivons à cette dernière session du webinaire, et donc je passe la parole à M. Fritz Eriksson, doyen de l'Académie mondiale de l'AISM et secrétaire général adjoint, et également à Mme Gérardine Delannoy, responsable du renforcement des capacités et des ressources de l'Académie mondiale, qui vous feront le bilan et communiqueront des informations sur les suites qui sont envisagées à ce premier webinaire francophone. Merci. Merci, Jacques. Geraldine, are you ready? Vous allez en première, s'il vous plaît. Yes, I'm ready. Oui, je suis prêt, merci. Merci à tous pour votre précieuse contribution. Comme Jacques a expliqué, je m'occupe principalement avec des missions d'analyse du besoin en matière d'aide à la navigation, mais en raison des restrictions actuelles de voyage, nous essayons de trouver d'autres moyens de répondre aux besoins des pays en développement. Notre programme de formation en ligne est en cours de développement et nous aurons bientôt la boîte à outils sur la gestion des risques complète et disponible en anglais. Et certains éléments, comme par exemple le CIRA, qui est une évaluation de risque simplifiée, est déjà disponible sur demande en français. Une évaluation des risques est très important et essentielle pour justifier votre besoin d'aide à navigation, pour garantir des ressources et aussi pour archiver la décision que vous prenez maintenant pour l'avenir. En relation avec cela, nous développons un cours d'approvisionnement d'aide à navigation. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau en l'académie. Intéressé, vous pouvez me contacter directement et je vais discuter votre besoin avec Omar Eriksson, le doyen, et on verra comment on peut vous aider. Donc, vous pouvez me contacter directement. Merci beaucoup. Merci, Géraldine. Merci. I will try to say this in French. Au nom de l'AISM, permettez-moi de vous remercier. Monsieur le représentant du ministre, alumni intervenants et invités, pour votre participation à ces premiers webinaires cardinaux en français. J'ai adressé également mes remerciements à l'équipe de l'AISM, the World Dream Team, et en particulier Audrey Guinot et Isabelle Braque, ainsi qu'à Jean-Luc Fontan et Jacques Manchard. Et je les encourage à organiser les souvent à intervalles réguliers. Nous allons continuer avec vous à partager objectifs, actions, projets, documents, car nous sommes tous acteurs de la même communauté. Il est bien difficile pour une pays d'agir seul. Comme l'indique l'objectif numéro 1 de l'AISM, c'est assurer que l'harmonisation des systèmes d'aide à la navigation et des services à société, y compris la e-navigation, le service de trafic maritime, VTS, et les technologies émergentes
est atteinte grâce à la coopération internationale et la fourniture de normes. Œuvrons ensemble. En conclusion, je dois dire que je suis très impressionné par le nombre de participants à cet événement, ainsi que par le niveau des présentateurs. Je remercie à tous les présentateurs pour leur brillante contribution à faire de ce webinaire un tel succès. J'ai beaucoup appris sur les statuts et l'intention de plusieurs pays africains et je peux voir que l'avenir est radieux. J'espère que l'Académie mondiale pourra vous aider dans votre voyage vers l'excellence en fournissant de la navigation et une navigation dans vos domaines de responsabilité. Nous travaillons pour vous apporter encore plus de soutien dans l'avenir. Visitez régulièrement les sites internet de l'ASM pour être tenu informé et n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Dans l'attente de vous retrouver bientôt sur les réseaux sans doute dans une proche avenir. Merci pour la traduction Google. Over to you again for the final, Jacques Manchia. Merci Omar, merci Gérardine pour ces quelques mots de constat et d'ouverture vers l'avenir. Donc, comme cela a été dit, nous sommes, toute l'équipe est extrêmement heureuse de voir que vous avez répondu en nombre et merci à toutes et à tous pour le travail fait pour préparer ces interventions, le déroulé. Merci à tout le monde d'avoir respecté les règles du protocole. Je sais, pour être moi-même assez tenté toujours d'intervenir peut-être un peu trop, que c'est compliqué de fermer le micro. Donc, mais merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Et pour terminer, je ne vais pas vous souhaiter un bon retour dans de bonnes conditions de sécurité, et ainsi de suite, parce que vous avez peut-être juste à franchir une ou deux portes pour vous retrouver avec vos collègues et partenaires. Mais encore merci. N'hésitez pas à revenir vers nous via le chat ou d'autres moyens. Nous sommes extrêmement intéressés pour connaître vos réactions suite à ce premier webinaire. Quels sont les thèmes qui pourraient être retenus pour la suite des opérations? Voilà, donc encore merci et c'est absolument super d'avoir des gens du monde entier, depuis Haïti jusqu'au sud de l'Afrique. Et donc, merci encore, bonne fin de journée.